nom, c'est Marie-Lou Guévin. Je suis accompagnatrice au groupement des chefs d'entreprise. C'est moi qui est là pour tout simplement guider notre prochaine heure. Donc, on a voulu, même si on est dans une nouvelle formule virtuelle via Teams, rester collé à ce qu'on s'offre au groupement, c'est-à-dire un moment de partage généreux et authentique. On a invité Frédéric Lucas de Prima Ressources. Prima Ressources, en fait, qui est expert en croissance des ventes auprès des PME, impliqué à l'École d'entrepreneurship de Beauce, impliqué depuis plusieurs années dans notre réseau d'experts au groupement. Donc, on trouvait qu'il était très bien placé pour nous partager sa lecture à lui des enjeux actuels des ventes, de la façon dont ça évolue et peut-être nous partager quelques bonnes pratiques et quelques trucs pour nous, entrepreneurs et chefs d'entreprise. Et puis, dans le sens de ce qu'on aime bien faire au groupement et qui est pertinent, en fait, on voulait aussi jumeler le partage de Frédéric au témoignage d'un entrepreneur PDG qui a eu dans les dernières semaines à s'adapter pour ses stratégies de vente, ses approches de vente. Et puis, on cherchait quelqu'un qui était dans un domaine traditionnel. Et puis, on a pensé à notre collègue Sylvain Lessard, qui est PDG de Groupement Services Collectifs, donc dans le domaine des assurances. On s'est dit, s'il y a un domaine où les croyances de vente sont bien ancrées, c'est le domaine des assurances. Okay. Alors, on trouvait ça intéressant de prendre une quinzaine de minutes, Sylvain, pour t'entendre sur comment vous avez eu à vous réajuster dans les dernières semaines en termes de vente. Donc, pour le déroulement de la rencontre, Sylvain va partager son expérience pour les 10-15 premières minutes. Ensuite, on va avoir la présentation de Frédéric Lucas pour un bon 30 minutes. Puis, on se garde le dernier 15 minutes pour une période d'interaction et de questions. Donc, vous pourrez aller chercher des précisions ou couvrir des angles qui n'auront pas été couverts par Frédéric pendant cette période-là. On va terminer à 16h30 et je vous rappelle que c'est enregistré la présentation d'aujourd'hui parce qu'on veut en faire bénéficier le plus grand nombre d'entrepreneurs membres du groupement possible. Je rappelle pour une dernière fois de fermer votre micro quand ce n'est pas, en fait, d'ici à la période de questions, on les réouvrira tout à l'heure. Et puis aussi, pendant la présentation de Sylvain et celle de Frédéric, si vous souhaitez avoir un plus gros plan, là, vous pouvez toujours épingler la personne avec votre bouton de droite de la souris quand vous cliquez sur son visage. Alors, sur ce, Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté de sortir de ta zone de confort pour être avec nous cet après-midi. Bien, merci Marie-Lou. Merci Marie-Lou. Je vais t'avouer que tu as été très habile parce que quand tu m'as expliqué le concept des G-rendez-vous, tu m'avais dit c'est entre nous, c'est intime, on va être entre 15 et 50, c'est ça que tu m'as dit au début. Puis là, j'apprends qu'on est 150. Bon, tu as su parfaitement abaisser mes résistances, donc bravo Marie-Lou, parce que sinon, je ne suis pas sûr que j'aurais accepté d'être ici devant vous. Mais sur ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Je vous partage en toute humilité notre démarche en cours et donc je me lance. Donc, je suis Sylvain Lessard, je suis président de Groupement Services Collectifs. À fond, on est un cabinet de services financiers spécialisé en assurance collective et en épargne collective. On offre différents types de programmes. On a sous forme de mutuelle, d'auto-assurance, de modulaire, on a ça. Je suis président depuis 2014. J'ai joué le cabinet en 2005 comme conseiller aux ventes. Mon équipe de vente, j'en suis assez fier. Je les qualifie de professionnels. Ils sont compétents, sont bien entourés par les autres membres de l'équipe, mais ils sont en progression actuellement. Puis leur principal mandat, je vous dirais que c'est d'aider les chefs d'entreprise du groupement à prendre contrôle et confiance dans leur régime d'assurance collective. On sait que souvent, là, c'est un domaine dans lequel les renouvellements pour les PME sont encore extrêmement difficiles. C'est pas tout le monde qui est bien accompagné. Donc, mon équipe, c'est ce qu'elle fait, puis elle le fait très bien. Donc, j'en suis fier de faire partie de ça. Sylvain, est-ce que tu voudrais nous expliquer, en fait, comment vous vous êtes adapté à la dématérialisation obligée des ventes des dernières semaines, puis surtout, quels changements obligés ça a engendré chez vous? Oui.
Bien, comme tu l'as dit en entrée de jeu, Marie-Lou, on est dans un domaine, nous autres, assez old school. On est comme l'image de la grosse valise, du gros contrat, la tonne de paperasse, les présentations compliquées, beaucoup de statistiques. Moi, je trouvais que cette image-là est assez dépassée. Puis je voulais absolument casser ce moule-là. Je voulais passer à un air plus moderne, plus professionnel, plus stratégique. Donc, une adaptation, elle se fait de manière progressive, c'est progressif, mais je pense qu'il faut se donner du temps. Les conseillers ils ont été impliqués dès le début. Ils ont eu la chance de s'exprimer lors de réflexions stratégiques annuelles. On s'est donné une bonne approche. On a un bon plan. On a des bons outils. Puis je suis satisfait, mais je suis surtout confiant pour le futur. Donc, qu'est-ce que sont les grands changements que nous, on a apportés dans l'entreprise? Bien, la première des choses, c'est que j'ai sorti tous les conseillers du bureau. Fait que ça, c'était mon premier mot. Fait que je pense que c'était de fournir les facilités pour le télétravail. Oui, il y a encore leur bureau, il y a encore leur nom, ils sont encore là, ils peuvent venir, ils ont encore leur place. Mais je pense que c'était un des premiers gestes, c'était une image. La présence au bureau est maintenant autour de près une journée, semaine, peut-être une demi maximum. Donc, moi, je trouvais que ça, c'était une première étape. La deuxième étape qu'on a faite, c'est qu'on a procédé à une démarche de transformation des ventes au complet. Donc, on a fait le choix d'une firme qui était capable de nous accompagner dans la vision globale et stratégique. Moi, il y avait 6 points qui me parlaient de la firme avec qui j'ai voulu travailler. C'est qu'elle était capable de faire l'évaluation en premier lieu de la force de vente. Elle était capable d'avoir une nouvelle approche qui me parlait, moi, personnellement. L'approche qui était déployée, elle me parlait. Il y avait une plateforme technologique de coaching. Ça, c'était un élément que je recherchais pour être en mesure de bien aider mes conseillers. Il y avait une formation pour les gestionnaires. Il y avait une formation des conseillers avec des role-play. Puis, il y avait des enregistrements, des sessions de coaching en prévision de l'embauche de futurs conseillers qui auraient pu avoir accès. Donc, moi, c'est des éléments qui, moi, me parlaient. Donc, ça, c'était notre premier grand move. C'était une démarche de transformation des ventes. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris un CRM adapté spécifiquement à la prospection. J'en ai un autre CRM, mais j'en ai pris un qui était spécifique à la prospection. Et le quatrième move qu'on a fait, c'est qu'on a modifié la fréquence de nos contenus des réunions. Fait qu'on s'est dit que ça en prend une quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. La quotidienne, ce qu'on disait, c'est avec chacun des conseillers entre 5 et 10 minutes par jour. Ça n'a pas besoin d'être long. On fait juste, as-tu besoin d'aide? As-tu vécu des situations particulières? C'est quoi tes bons coups? Donc, ça va assez vite. Donc, tu demeures en contact assez régulier avec eux. C'est un hebdomadaire qui, dans celle-là, c'est une réunion d'équipe. On voit la revue des pipelines. Donc, ça, c'est un élément qui est assez intéressant. Puis, on a une mensuelle c'est celle-là qu'on regarde les résultats. Donc, on ne veut pas voir les résultats à chaque jour, on ne veut pas voir les résultats à chaque semaine, on les voit une fois par mois. Donc, on les voit par étapes et ça permet d'avoir les conseillers dans un état d'esprit qui sont beaucoup plus structurés, encadrés, puis à quelque part, ça les apaise au lieu de les rendre dans un environnement insécure. Puis la dernière des choses qu'on a faites, c'était de modifier tous nos documents, puis les rendre virtuels. Il y avait la situation qui allait actuellement en cours faisait en sorte qu'il fallait qu'on modifie tous nos documents là, pour avoir des présentations beaucoup plus adaptées. Donc, ça, c'était un petit peu qu'est-ce qui est arrivé. Et là, est arrivé par la suite le fameux COVID. Ça, c'est ce qu'on avait déjà fait avant COVID. Et là, arrive l'étape COVID. Fait au départ, c'est sûr que ça ne nous a pas permis de nous accélérer, ça nous a plutôt gelé. C'était la première étape qu'on a vue, c'est que l'équipe s'est sentie, là, tout de suite vu l'équipe de vente, elle était complètement là, figée. Fait que j'ai dit, bon, parfait, il faut qu'on va se ressaisir, puis après ça, on a vu ça comme une fenêtre d'opportunité. On voyait bien qu'il ne se passait pas grand-chose du côté des ventes, de la prospection, mais il y avait quelque chose à faire. On avait déjà entamé notre démarche de structure. Fait que c'était le temps de faire la formation. Donc, on a appuyé à fond dans la formation. Donc, on avait une plateforme. C'est qu'on avait déjà choisi. Ça s'est bien rendu. Il y avait une plateforme de coaching. On a mis toutes les heures nécessaires. Il faut s'initier au concept. Puis, par la suite, on a pratiqué les role-play. On a assisté à des webinaires spécifiques. Puis, on a fait les ajustements de nos outils de vente. Parallèlement à ça, on savait que oui, il y avait une pause. Moi, dans ma tête, elle serait de courte durée, la pause. Peut-être une semaine, 2 semaines, les premiers temps que les entreprises se retrouvent, se revirent de bord. C'était pas le temps de voir les entreprises d'un point de vue prospection. Mais tout de suite, on n'a pas gardé ça sur la glace trop longtemps, là, je vous confirme. Par la suite, on a tout de suite embarqué dans notre formation de nouveaux CRM. Il fallait se familiariser avec l'outil. C'était pas faire pour faire nos premiers pas. Fait que ça, c'était dans notre premier contrat, là, si on veut, vente prospection.
faut comprendre que dans mon univers à moi, j'ai aussi toute une étape qui sont les renouvellements. Fait que j'ai, oui, la prospection, je fais à peu près 125 rencontres de prospection par année et 350 rencontres de renouvellement. Donc, un renouvellement revient aussi à faire une vente. Fait que j'avais un enjeu assez important pour celui-là. Ça, pour moi, c'est un choc parce que du jour au lendemain, on avait toujours habitué à aller sur la route, des rencontres live avec mes clients. Et là, c'était terminé. On ne peut plus. J'ai une date de tombée qui est le 1er juillet. Il faut qu'on présente les renouvellements. Donc, c'était un enjeu là, qu'il fallait passer absolument en mode virtuel. Fait que toute l'équipe a été mobilisée pour répondre à ce new normal-là, qu'on peut appeler, là. Je pense que c'est ce qui est arrivé dans notre cas. C'est comme ça qu'on a affronté ça. Les outils qui sont utilisés, je pense que tu m'avais demandé, à Marie-Lou, de parler de nos outils pour affronter tout ça. Nous, en partant, on prend les ordinateurs de type portable. Je commence avec ça, les fameuses Microsoft Surface. Puis on va voir pourquoi c'est important à cette heure des rencontres qu'on appelle virtuelles. Pourquoi moi j'utilise. Il y a peut-être d'autres outils, là, mais nous, ça nous sert bien actuellement. Naturellement, notre entreprise dans un environnement cloud avec Synology Drive, tout est synchro en temps réel. On a nos accès VPN, le Virtual Private Network, probablement tout le monde a accès à ça aujourd'hui. Ça nous permet d'accéder à notre partage d'entreprise. On a toute la suite Microsoft Office au complet. On va de Outlook, Excel, PowerPoint, Notes, Yammer, jusqu'à Teams, qui est la plateforme actuellement dans l'entreprise qui est la plus utilisée. Je pensais jamais que ça allait dépasser Outlook, mais c'est quasiment dépassé Outlook actuellement, là. Donc, c'est la plateforme la plus utilisée. On a un CRM, oui, Microsoft Dynamics 365 pour notre base de clients, pour nos opérations, puis on a ajouté, nous, le module service client, mais on a le CRM Membrane pour la prospection seulement. Pourquoi j'ai pris cet outil-là? Je trouvais que c'est un outil qui était parfaitement adapté. Il y avait les bons visuels. C'était clair pour voir la gestion des pipelines. On était capable de suivre toutes nos étapes de vente. Il y avait comme un coaching virtuel. À telle étape, si tu ne sais plus trop comment ça se passe, bien, tu peux aller voir, il y a comme une vidéo qui va te permettre de te coacher live. Puis, il y a un reporting de vente, puis un reporting pour les gestionnaires. Fait que je trouvais que c'était un outil assez complet que je n'avais pas trop à modifier avec de la programmation. Fait que ça, pour nous, c'est assez un game changer. Et on voit déjà les bienfaits de cet outil-là. Les gens l'apprécient beaucoup. L'autre chose qu'on a fait naturellement, c'est tous nos documents custom de présentation. Bien, il a tout fallu les adapter aux plateformes de vidéoconférence. Ils ont tout été modifiés pour ça. Ils ont tout été épurés, simplifiés. Il y a un visuel qui a été fait par des firmes de marketing. Puis on a nos rapports internes, naturellement, qui ont tous été revus. Puis ont tous été automatisés par client parce qu'on a beaucoup de data, beaucoup de données. Mes conseillers perdaient un immense temps à essayer de comprendre les rapports. Fait que mon actuaire et notre département R&D ont tout fait le nécessaire pour simplifier le reporting au maximum, pour que mes conseillers puissent se concentrer à 100% sur comment faire la prospection de la bonne manière. Alors, en gros, là, c'est ce qu'on voit. Puis comment se passent vos rencontres en virtuel? Vous en avez tenu, je pense. Puis qu'est-ce que vous constatez de différent dans les approches de vente en virtuel? Bien, ce que moi j'ai réalisé au départ, là, c'est que c'était bien important de revoir l'ensemble des documents de présentation. On sous-estime peut-être ça, là, mais tu réalises qu'il y a beaucoup d'ajustements à apporter sur le visuel. Que ce soit la taille du fichier, que ce soit le format du fichier, que ce soit la simplification du message, c'est un enjeu qui est ultra important. Que ce soit juste les couleurs, les superflus, les graphiques, les tableaux, tout ça, bienvenue dans l'univers du détail. Mais ce qui compte réellement, c'est que si tu veux faire vivre une belle expérience avec ton interlocuteur de l'autre côté, c'est un passage obligé qui est le sentiment que c'est clair, simple et précis. Parce que ce que tu réalises, c'est bien le fun étant, tu n'as plus de body language, tu n'as plus cette forme-là. Fait qu'il faut que tu compenses, puis il faut que tu gardes ta personne assez en lien avec toi. Pour apprendre à composer avec ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est coaché entre nous, on a fait beaucoup de roleplay, il y a eu beaucoup d'ajustements à faire par les conseillers. Ça prend une concentration, puis ça prend une attention beaucoup plus aiguisée. Il faut que tu constamment tu sois à l'affût, c'est beaucoup plus facile de se perdre, c'est son focus, puis perdre le focus de ton interlocuteur. C'est quelque chose qui demande un ajustement, qui redemande des nouvelles skills. Puis, il faut que tu impliques beaucoup plus la personne qui est en avant de toi, parce que sinon, au fil, tu sens que tu peux la perdre. Donc, puis c'est encore pire s'il y a plusieurs personnes dans une rencontre. Chacun est chez soi,
Puis là, il faut que tu gardes tout le monde éveillé, tout le monde focus. Fait que ça demande des nouvelles skills, puis on s'est pratiqué à ça, dans le fond. Puis je terminerai, parce que je me fais gardienne du temps, Sylvain, sur tes bonnes pratiques, sur l'accompagnement de ton équipe de conseillers là-dedans. Ben, dans le fond, les bonnes pratiques, c'est pour mes conseillers, pour moi, c'est le défi, mes défis, je veux dire mes défis, parce que je veux dire mes bonnes pratiques au niveau de l'équipe, c'est important de rassurer continuellement l'équipe. Il y a une forme de résistance au changement, ça prend de la patience, c'est ça, c'est nécessaire. C'est peut-être pas ma première qualité, moi, la patience, là. Fait qu'il a fallu que je me parle beaucoup, là. Fait que c'était important de rappeler que la partie continue de jouer, que le chronomètre continue de tourner, c'est pas arrêté. C'est important de savoir que ça prend des nouveaux talents pour vendre des dossiers en mode virtuel. Ça, c'est un défi. C'est important de comprendre que la technologie est piégeante. L'absence du body language qui n'est pas là, comme je disais tantôt, ça peut déstabiliser. Puis, il arrive toutes sortes de situations que tu dois être prête. Il faut que tu sois prête à te revirer rapidement de bord, parce que combien de fois, il y a toutes sortes de situations. Une panne d'électricité, je viens de vivre ça tantôt. Une panne d'électricité, la rencontre, oups, tout arrête. Ou, il arrive des fois, tu n'as pas assez de bande passante, le streaming ne marche pas. Oui, il faut que tu te revires, il faut que tu aies une nouvelle forme, tu peux prendre le téléphone, il faut que tu envoies le document. Et ça demande beaucoup d'agilité, beaucoup de flexibilité, et ça peut être déconcentrant de perdre son focus pour le conseiller. Les bonnes pratiques que moi j'ai faites, c'est que je demeure en contact avec eux. J'offre une rétrospective, un feedback constant. Je leur donne la chance de s'exprimer. Qu'on est tous en voie d'adaptation, que j'ai pas de... Je garde un bon sens d'humour. Je les invite à communiquer les bugs et les comportements bizarres de mes interlocuteurs. Puis je vous dis, ça peut être assez comique. Là. Il arrive toutes sortes de scénarios. Puis je ne raconterai pas ça ici. Il y a trop de monde qui s'est enregistré. Là, mais il peut arriver toutes sortes de situations. C'est assez drôle. Puis, il ne faut pas trop accepter les excuses non plus de mon côté. La course continue, mais cette fois, on a le vent en face. La montée est abrupte, puis il pleut parfois. C'est sûr que il ne faut pas avoir peur on n'est pas là pour accepter les excuses. Il faut se réadapter à ça. Il y a toutes sortes de moyens, ça se fait. On a eu des beaux succès actuellement, on a réussi à vendre des beaux dossiers. Ça se fait, mais c'est juste que ça prend un nouveau focus, une nouvelle adaptation. Puis, je vous dirais que on a même réussi à faire preuve d'ingéniosité. J'ai embauché un conseiller complètement en mode 100% virtuel, avec la consultante RH. On s'est dit, j'ai besoin de quelqu'un à Québec. Ben, testons l'eau du bain jusqu'à sa limite. C'est-à-dire que sommes-nous capables d'embaucher un conseiller, un vendeur en mode complètement virtuel. On l'a fait, je n'ai pas été capable de résister, c'est qu'à la toute fin, je me suis dit, ça prend quand même un contact. Je voulais voir la personne. Ça a été très particulier de jamais se donner la main. Fait que on était dans plein COVID. Fait que là, ça arrive, puis tu voudrais donner la main, puis on était tout mal. Mais au moins, juste son body language me communiquait que c'était comme la bonne personne à avoir. Et on est extrêmement content. C'est sûr que quand tu embauches un conseiller virtuellement, ta proximité avec lui puis ton encadrement a besoin d'être très, très, très précise par la suite. Il faut que tu le tiennes très proche, très dans l'oupe, mais on est super content du succès. Donc, en gros, là, c'est un peu mon expérience là, que je pourrais témoigner, là, si on veut, là, de mon nouvel univers, si on veut, COVID. Là. Bien, merci, Sylvain, de nous l'avoir livré avec autant d'authenticité et d'énergie. Puis je trouve ça inspirant la façon dont vous êtes sorti de votre zone de confort, autant sur vos façons de rencontrer vos clients puis d'embaucher un nouveau conseiller. Puis tu nous partages tout ça, en tout cas, rayonnant d'une belle joie de vivre. Fait qu'on se dit, s'en sort vivant. Encore vivant. Oui, mais on te garde avec nous. S'il y en a qui ont des questions pour Sylvain, ça viendra là, à la fin de notre rencontre. Je passerai maintenant la parole à Frédéric Lucas. Alors, bonjour à tous. Merci Sylvain pour ton témoignage très inspirant. Donc, je partage mon écran. J'ai réuni quelques éléments que je croyais pertinents de vous partager en lien avec, dans le fond, cette thématique-là de la transformation des approches de vente, des stratégies. Donc, je me représente là pour ceux qui n'auraient pas attrapé mon nom au départ, donc Frédéric Lucas. Je suis un entrepreneur, président fondateur de Prima Ressources. Je suis également un expert en croissance des ventes. Donc, ça fait maintenant plus de 13 ans que je fais de la formation, du conseil au niveau des équipes de vente. Et donc, très content là, de pouvoir vous partager dans la trentaine de minutes en avant de nous. Dans le fond, ce que j'ai observé depuis les 2-3 derniers mois,
Mais je dirais que ma première observation, c'est que la crise n'a pas créé de nouvelles tendances. Elle a accéléré des choses qui étaient déjà là. Elle a imposé des changements qui étaient déjà présents, mais qui n'avaient pas encore affecté toutes les industries, qui ne les avaient pas affectées au même degré. Donc, tout dépendant dans quel secteur d'activité, il y a peut-être certaines de ces tendances-là qui vous avaient déjà frappé, puis d'autres industries, peut-être pas encore. Donc, ce qui est arrivé, c'est que vraiment, du jour au lendemain, ce confinement-là a comme imposé ces conditions-là, littéralement, à tout le monde en même temps. Donc, c'est quoi ces tendances de fond-là? Bien, la première, puis c'en est une qui est importante, c'est les changements dans les habitudes d'achat des clients. Donc, les clients, que vous soyez dans la vente aux consommateurs, dans le B2C ou dans le B2B, les habitudes d'achat des clients ont énormément changé dans les 10 dernières années. Puis, c'est pas les 2 derniers mois qui vont nous faire revenir en arrière. Au contraire, ça a accentué cette tendance-là vers le en ligne. Mais ce n'est pas parce que vous ne faites pas du commerce en ligne que vous n'êtes pas affecté par ces changements-là. Ce que ça veut dire, si vous ne faites pas du commerce en ligne, c'est probablement que la conversation que votre client potentiel a, que ses recherches débutent sur le web. Et si vous n'utilisez pas, si vous n'occupez pas cet espace-là, bien, il est fort probable, que vous manquez des opportunités et ou que vous arrivez beaucoup plus tard dans le cycle d'achat de vos clients potentiels. Donc ça, c'est une première tendance forte depuis une dizaine d'années qui transforme la profession du vendeur, qui transforme le métier de vendeur, qui transforme la vente depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, j'ai des entreprises qui, justement, cherchent à se réinventer, cherchent la nouvelle recette, justement, pour être capable de croître de façon prévisible, de façon constante. Il faut dire qu'avant la crise, on a eu à peu près 2-3 ans d'économie en croissance. Les marchés allaient bien, puis il y en avait un petit peu pour tout le monde. Donc, c'est sûr qu'on était dans une période qui était assez intéressante. Puis, bon, cette crise-là a frappé. Il faut savoir que ce n'est pas la première crise qu'on a à traverser. Même si la nature de la crise est différente, elle est sanitaire cette fois-ci, d'un point de vue d'affaires, d'un point de vue économique. Puis on peut spéculer encore beaucoup parce qu'on n'est pas sorti de cette crise-là, mais il y a beaucoup de similitudes avec la crise qu'on a connue en 2008-2009. Donc, c'est clair que moi, je commençais au niveau de la formation du conseil. J'ai commencé en 2007, donc j'ai commencé juste avant cette crise-là. Et c'est clair que j'ai fait des apprentissages dans cette crise-là qui me servent clairement aujourd'hui, tant en tant qu'entrepreneur que dans l'accompagnement que je fais avec les entreprises avec lesquelles je travaille. Deuxième tendance de fond, c'est l'utilisation des technologies. Ça fait déjà plusieurs années que les technologies, que les rencontres virtuelles sont là. Moi, je me rappelle, en 2011, je me suis fait présenter ça pour la première fois, puis on m'avait dit, ben, tu vas faire de la formation puis du coaching virtuellement, puis j'avais dit, c'est impossible, ça n'arrivera pas. De la formation, ça se fait dans une salle, du coaching, ça se fait en face à face. Puis, à peu près 12 mois plus tard, j'avais commencé à intégrer ça. Donc, là, si vous n'aviez pas commencé à utiliser ces technologies-là, mais là, c'est clair que ça a été imposé. Il y a une autre tendance, puis j'avais fait une présentation en 2013 là-dessus. Je l'avais appelé la grande migration des ventes. C'était essentiellement les entreprises qui prenaient leur force de vente externe et qui leur disaient, là, vous allez faire une partie de votre travail à partir de l'interne. Donc, au lieu d'aller rencontrer vos clients, vous allez toujours aller les rencontrer, mais peut-être plus tard dans le cycle de vente. Vous allez en faire plus par téléphone, vous allez en faire plus à distance. Puis je dirais la première industrie qui s'est transformée, c'est naturellement celle des TI, tout ce qui est la vente de logiciels. Mais depuis 2013, j'ai vu d'autres secteurs embarquer, je dirais, dans cette tendance-là.
Et là, naturellement, depuis 3 mois, ben là, peu importe l'industrie dans laquelle on est, on n'a pas le choix d'être virtuel. On n'a pas le choix, dans le fond, de migrer. Là, c'était plus une question de à quelle vitesse on le fait ou à quel degré on le fait. Il fallait le faire rapidement puis à 100% parce qu'on ne pouvait plus aller rencontrer nos clients en face à face comme on le faisait auparavant. Un autre changement qui est là depuis environ aussi une dizaine d'années, c'est l'impact de la relation. La relation est toujours importante quand il est question de faire du commerce, de faire de la vente, mais ce n'est plus le seul élément. Et puis ça, je l'entends de mes clients depuis déjà un moment, c'est la relation est bonne, mais je ne peux plus justifier de faire affaire avec un fournisseur ou un partenaire juste basé sur la relation. Il faut aussi qu'il soit performant, il faut aussi qu'il offre un bon service, il faut aussi qu'il ajoute de la valeur. Donc, juste la relation sans les autres éléments sont plus suffisants pour être capable de justifier justement une relation d'affaires. Donc, cette relation-là est maintenant un élément, comme je dis, toujours important, mais c'est un des éléments que ça prend pour être capable justement d'avoir du succès au niveau de ses ventes, d'avoir du succès au niveau commercial. Puis je vais revenir aussi sur cette dimension-là de la relation. Naturellement, le niveau de concurrence a augmenté depuis une dizaine d'années. En fait, on ne le sait pas, mais ou on s'en est peut-être pas aperçu, mais dans la dernière crise, il y a eu un point de bascule et c'est un moment dans l'histoire où les capacités dépassaient la demande. Donc, on était capable de produire plus que ce que les marchés étaient capables d'absorber. Et ça a eu des impacts importants sur l'environnement dans lequel la majorité d'entre vous opérez. Ça a eu des impacts importants sur les marchés sur lesquels vous vendez et ça a eu pour effet naturellement d'augmenter le niveau de concurrence. La technologie a fait aussi qu'on a des concurrents qui sont plus juste locaux, mais des concurrents maintenant qui viennent d'ailleurs et ça crée naturellement une pression sur les marges puis une plus grande difficulté à réussir à se différencier puis à ressortir du lot. Donc, ces tendances-là, on les vit depuis 3 mois, mais comme je vous dis, ça fait environ une dizaine d'années que je les vois se matérialiser, que je les vois se manifester dans un secteur après l'autre. Là, ça se propage tranquillement. Mais là, il y a quelques semaines, là, on est devenus tous sur un pied d'égalité. Là, il y a un rattrapage qui s'est fait. C'est quoi les facteurs de succès dans cette nouvelle réalité-là? Bien, je vous dirais, depuis le début de la crise, là, je vois que les entreprises et les représentants, les gens qui font ce qu'on appelle de la vente sociale, s'en sortent beaucoup mieux. Ce sont actuellement les vendeurs, ce sont actuellement les entreprises qui ont des pipelines de vente remplis. C'est ces entreprises-là qui sont capables de créer des nouvelles opportunités. Fait que la vente sociale, c'est quoi? Bien, c'est l'utilisation de tout ce qui est web, de tout ce qui est réseaux sociaux pour vendre, que ce soit LinkedIn, mais de plus en plus, on voit Facebook être utilisé comme un moyen de générer des opportunités en B2B. OK? Alors ça change énormément. Le positionnement, l'utilisation de Facebook évolue énormément, mais ça ne se limite pas à ça. Ça va aussi dans l'utilisation, la création, l'utilisation de contenu. Donc, tout ce qui est le marketing de contenu, bien, ça peut être réutilisé par l'équipe des ventes pour être capable justement de bâtir leur crédibilité, d'occuper l'espace, puis de faire justement de la vente sociale. Tout ce qui est webinaire, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, là, ce rendez-vous est un bon exemple également de ce que c'est de faire de la vente sociale. Donc, on n'a plus nécessairement accès à des foires commerciales ou des salons. Fait que là, il faut réussir à trouver d'autres moyens par l'entremise de webinaires, de rendez-vous virtuels, de se créer des opportunités, de justement générer des nouvelles opportunités. Donc ça, pour moi, c'est clair que c'est un facteur de succès et ça repose beaucoup aussi sur un bon alignement entre les ventes et le marketing. Et pour travailler avec beaucoup de petites et moyennes entreprises, je sais que le marketing est souvent un talon d'Achille. J'ai souvent des discussions avec des chefs sur l'importance de pas juste investir au niveau de leur vente, mais aussi d'investir au niveau de leur marketing. On est maintenant à une époque où le vendeur à lui seul est plus suffisant pour être capable de générer des opportunités. Il faut aussi que le marketing joue un rôle actif là-dedans. Donc,
il faut avoir cet alignement-là, puis il faut avoir un marketing qui supporte les efforts des vendeurs et des vendeurs qui vont aussi supporter les efforts du marketing. Donc, du marketing produit ou du marketing événementiel est plus suffisant. Là, il faut ajouter du marketing qui va générer des opportunités pour l'équipe. Là, on parle de lead generation, génération de leads, qui est souvent une partie du marketing absente ou qui obtient peu d'attention dans beaucoup de PME. Le deuxième facteur de succès, c'est vraiment les compétences en vente consultative. Dans un environnement où il n'y a plus de rencontres en face à face, ce que ça fait, c'est que ça vient enlever cet intangible-là. Le fait de pouvoir rencontrer son client en face à face vient compenser pour certaines faiblesses ou certaines lacunes. Donc, depuis le début de la crise, ce que je constate, depuis que les équipes de vente ont besoin de faire leur travail à distance, ben, ça expose beaucoup plus, justement, ces fossés-là qui peuvent exister au niveau de leurs compétences. Et la façon traditionnelle de développer la relation fonctionne comme moins bien à distance. Or, un vendeur qui est consultatif va réussir, à se différencier beaucoup plus efficacement. Un vendeur consultatif va réussir à maintenir les marges de profit aussi beaucoup plus efficacement. Mais la vente consultative est aussi une façon de bâtir une relation de confiance rapidement avec ses clients potentiels. La vente consultative, c'est quoi? Ben, c'est essentiellement, au lieu de donner de l'information à votre client potentiel, c'est d'aller en chercher. OK? Donc, c'est vraiment basé sur la capacité de vos représentants à avoir des conversations d'affaires. Pas des conversations orientées sur le produit, sur les caractéristiques techniques, mais plutôt sur les problèmes, les enjeux, les impacts de ces enjeux-là que vous êtes en mesure de solutionner avec vos produits, services et solutions. Donc, c'est une conversation qui est vraiment axée sur le client, sur ses problèmes, ses enjeux. Et grâce à cette conversation-là, qui requiert du vendeur une bonne écoute, qui requiert de vos représentants d'être capables de poser des questions, poser des bonnes questions, poser beaucoup de questions, poser des questions qui vont, je dirais, être peut-être parfois plus difficiles, des questions qui vont faire réfléchir le client potentiel, bien, il y a un lien de confiance qui s'établit. Et ce que je constate, c'est que souvent, c'est le mauvais genre de relation qui est ciblé dans le développement que les représentants font. Ils vont chercher une relation friendly, amicale, de proximité. Mais comme je dis souvent, moi, j'ai bien des amis à moi, des très bons amis, qui n'ont jamais rien acheté de moi puis qui achèteront jamais rien de moi. Donc, c'est pas parce que j'ai une relation de proximité, que j'ai une relation amicale avec un client ou un client potentiel que ça va avoir un impact au niveau de mes ventes. Ce qu'on veut créer, c'est une relation de confiance. Et la réalité, c'est que tant que vos clients et clients potentiels ne perçoivent vos représentants et vos vendeurs comme étant des représentants et des vendeurs et non pas comme des conseillers de confiance ou comme des experts, ben malheureusement, cette relation-là, il y a peut-être une relation, mais il n'y a pas une relation de confiance qui est en place. Or, c'est la relation de confiance qui est un des ingrédients importants pour justement réussir à avoir un succès au niveau de ses ventes, de gagner des opportunités. Donc, une compétence en vente consultative va venir remplacer en quelque sorte là, la dimension relationnelle. Et il y a, au cours des dernières années, plusieurs études qui ont démontré que les vendeurs relationnels ne sont pas des vendeurs qui se classent parmi les vendeurs les plus performants et que ça fait généralement des personnes aux ventes qui ont des résultats qui sont très inconstants. Les vendeurs qui sont performants sur une base constante sont les vendeurs qui sont consultatifs dans leur approche. Comme je le dis, il y a des données là, puis des études qui ont été faites au cours des dernières années qui confirment ça. Il y a un livre qui s'appelle Challenge Yourself qui explique très bien ces différents profils de vendeurs-là. Il y a également le travail qu'on fait avec notre partenaire Objective Management Group, qui a énormément de données qui va également dans ce sens-là.
L'autre facteur de succès, c'est d'être capable de vendre la valeur. On ne se cachera pas qu'en contexte de crise, bien, naturellement, il risque d'y avoir une baisse dans la demande, une concurrence plus féroce. Donc, ça va être plus facile d'aller vers baisser les prix, couper les prix. Il peut y avoir un effet d'entraînement dans ce sens-là. Donc, pour ne pas tomber, pour pas que votre seule option soit de baisser les prix, bien, ça prend une force de vente, ça prend des gens aux ventes qui vont être capables de vendre la valeur, vendre la différence que vous avez à proposer. Ça prend naturellement une capacité. Vous, t'es-tu rendu à la maison ou chez vous? On a un petit peu de bruit. Merci. Donc, ça prend aussi une capacité à travailler à distance. Ce n'est pas toutes les personnes au niveau des ventes qui sont capables de réussir à distance. Puis je pense que Sylvain d'entrée a très bien décrit le niveau d'encadrement additionnel qu'il a placé à travers ses réunions quotidiennes, ses réunions hebdomadaires, ses réunions mensuelles, ses revues de pipeline également. Donc, c'est important d'être capable de mettre cet encadrement-là parce qu'un vendeur qui avait du succès quand il travaillait de vos bureaux, prospectait à partir de son bureau, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir avoir ce même succès-là s'il travaille à domicile. La vente est un métier difficile où on est confronté à beaucoup d'adversité, encore plus depuis les 3 derniers mois. Donc, cette capacité-là à travailler à distance devient importante et où il faut trouver des moyens d'être capable de compenser ou d'encadrer de façon plus rigoureuse notre équipe. Puis, ultimement, l'autre facteur de succès, c'est d'être capable d'ajouter de la valeur aux interactions que vous avez avec vos clients. Encore beaucoup d'entreprises ont des équipes de vente, ont une approche de vente où on fait des suivis, puis ça a-tu avancé, est-ce que ça a progressé? Mais on est rendu ailleurs. Les clients potentiels s'attendent maintenant à obtenir de la valeur de chacune des interactions qu'ils ont avec une entreprise. Donc, il faut vraiment réfléchir au niveau de l'approche. Qu'est-ce qu'on fait pour donner de la valeur à nos clients? Puis, je reviens à l'exemple d'aujourd'hui. Je pense que c'est un excellent exemple que le groupement donne en organisant ces rendez-vous-là. C'est une façon d'ajouter de la valeur. Au début de la crise chez Prima Ressources, on a organisé 5 ou 6 webinaires pour aider les entreprises à naviguer la crise. C'était une façon d'ajouter de la valeur. Donc, vous devez réfléchir comment on fait pour ajouter de la valeur à la conversation pendant notre cycle marketing, mais notre cycle de vente également. Comment on peut rendre nos vendeurs, comment on peut habiliter nos vendeurs à pas juste faire un suivi pour faire un suivi, mais de faire un suivi qui va aider le client à avoir un impact qui va vous permettre de vous différencier. Là, je ne suis pas en train de dire de donner vos solutions puis vos services gratuitement, bien au contraire. D'ailleurs, c'est un des pièges dans lequel beaucoup de gens aux ventes vont tomber, justement parce qu'ils sont très connaissants d'un point de vue technique, d'un point de vue produit. C'est facile pour eux de tomber en mode solution, puis ils vont souvent tomber dans ce piège-là de la consultation gratuite, puis de donner leur solution, puis de donner leur prix sans obtenir des ventes en retour. Donc, si vous avez des gens très ferrés techniquement, le danger, je dirais, c'est justement ce qui fait leur force, c'est leur connaissance technique. C'est facile pour eux d'aller là. Donc, ça devient hyper important de leur donner les compétences en vente et commerciale dont ils ont besoin pour bien utiliser ces connaissances produits-là. Et de réussir d'un côté à ne pas faire de la consultation gratuite, tout en de l'autre côté en ajoutant de la valeur dans les interactions. Puis ajouter de la valeur, ça veut dire, ça ne veut pas dire, encore une fois, donner ses solutions, ça veut dire aider le client, le supporter, le guider, le faire réfléchir dans son processus d'achat par rapport au type de produit, service, solution que vous êtes capable de lui offrir. Un autre élément qui devient hyper important pour être capable de se transformer, de s'adapter dans ces nouvelles circonstances-là, c'est de donner une structure à vos vendeurs. Il y a un très petit pourcentage des représentants qui suivent des étapes quand ils vendent. La majorité, ils vont, je dirais, sur l'intuition, sur l'instinct, sur le feeling. Et là, ils se retrouvent dans un contexte où ils ne peuvent plus faire ça en face à face. Et
ce que ça fait, c'est qu'ils ont perdu leur point de repère. Et la réalité présentement, c'est que si vous aviez des gens sur la route pour aller rencontrer des clients, bien, il faut qu'ils réapprennent à vendre, il faut qu'ils retrouvent leur point de repère dans cette nouvelle normalité-là. OK? Puis, je me suis fait beaucoup challenger depuis quelques semaines sur « Ah oui, mais c'est pas pareil, puis tu peux pas faire, c'est pas la même chose en virtuel. » C'est pas tout à fait la même chose en virtuel, mais il y a moyen d'avoir des points de repère puis de recréer les mêmes issues, les mêmes outcomes, les mêmes résultats que vous réussissiez à créer au niveau de rencontres en face à face. Il faut juste réapprendre à le faire avec l'utilisation des outils technologiques qui sont à notre disposition. Donc, en donnant une structure à vos représentants, ben, vous allez justement les aider à retrouver des points de repère. Chez Prima Ressources, nous, on a une méthodologie, un processus de vente qui s'appelle la vente par le baseball. Vous le voyez à l'écran en ce moment. Donc, on utilise un terrain de baseball pour être capable de structurer la vente. Donc, si j'y vais rapidement, là, vers le premier but, c'est tout ce qui est la prospection, tout ce qui me sert à obtenir un premier rendez-vous, une première rencontre avec un client potentiel. La différence, c'est qu'avant la crise, avant la pandémie, cette rencontre-là était souvent en face à face. Aujourd'hui, cette rencontre-là, elle se fait virtuellement. OK? Donc, dans le processus, on a un premier appel qui nous permet d'arriver à une rencontre, à fixer une rencontre, mais cette rencontre-là, on la fait virtuellement. Puis c'est des nouveaux réflexes. Présentement, je coach des vendeurs à dire, bien, quand tu prends un rendez-vous, là, il faut que tu dises à ton client potentiel, s'il vous plaît, choisir un moment où vous allez être assis devant votre ordinateur et que vous allez être en mesure d'ouvrir la caméra. Mais c'est juste des nouveaux réflexes, c'est de réapprendre comment fonctionner dans cette nouvelle normalité-là. Entre le premier et le deuxième but, bien, on veut comprendre quels sont les besoins du client, quelles sont ses raisons d'acheter. Est-ce qu'il y a de l'urgence? Puis c'est là où on va établir notre crédibilité, notre confiance. Dans la méthode par le baseball, on appelle ça de la vitesse sur but. De la vitesse sur but, ça veut dire qu'on a le lien de confiance, on sait différencier avec notre client potentiel. Entre le deuxième et le troisième, on vient qualifier notre opportunité. Et entre le troisième but et le marbre, on vient présenter notre offre, on vient présenter notre solution, on vient proposer, dans le fond, notre solution. C'est là où on parle de prix, c'est là où on fait une proposition, une soumission s'il y en a une. OK? Donc, ça, c'est les étapes. Donc, en ayant des étapes comme ça, très structurées, en rendant ça visuel, bien, on donne ces points de repère-là à nos vendeurs. Maintenant, l'autre élément qu'il faut savoir, c'est qu'avant la crise, mais c'était pas apparent, c'était comme caché. Comme je l'ai dit tantôt, les rencontres en face à face, c'était comme une espèce d'intangible. C'était comme un avantage que certains ont perdu, qui venait cacher, je dirais, certaines faiblesses, certaines lacunes. Beaucoup de personnes qui font de la vente, beaucoup de vendeurs, beaucoup de représentants ont la fâcheuse tendance à voler le deuxième but, puis à aller du premier au troisième. Donc, aussitôt qu'il y a un client qui manifeste de l'intérêt, on va tout de suite sur la solution, sur la discussion technique, puis on ne va pas chercher toute l'équité qu'il y a dans le haut du terrain, toute cette information-là qui nous sert à garder le contrôle. Or, maintenant, avec ces nouvelles conditions-là, avec le fait de vendre en virtuel, ça devient encore plus important de s'assurer que non seulement il y a une structure, mais de s'éloigner de cette approche-là transactionnelle. Puis, on le voit depuis une dizaine d'années, là, on a des entreprises qui nous contactent, qui veulent aller vers justement une approche plus consultative. Ce que vous avez à l'écran, la partie dans le haut du terrain, c'est la portion consultative. Donc, Moi, je t'entends plus, Frédéric. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, là. Oui, c'est beau. Je suis revenu. Il y a quelqu'un qui a désactivé mon micro, pardon. Ah. Donc, ça te donne le temps de respirer, c'est correct. Tu avais le droit. Oui. Vas-y. Donc, ça nous évite de voler le deuxième but, comme je dis. Donc, l'idée, c'est de ralentir. Donc, il y a cette nécessité-là, encore une fois, à travers cette structure-là, de s'assurer qu'on suit les bonnes étapes. Donc, se donner de la structure,
dernier élément pour comment transformer vos vendeurs eux-mêmes, parce que dans le fond, on a parlé des facteurs de succès, on a parlé de la structure. Il y en a peut-être qui se demandent, c'est bien beau, là, mais les individus là-dedans, on fait quoi avec ça? Bien, le premier élément qu'il faut regarder, c'est quoi la volonté des individus que vous avez actuellement dans votre équipe de vouloir continuer à réussir ou réussir davantage au niveau des ventes. OK? Vous avez à l'écran, là, on a tiré ça, dans le fond, on a un outil d'évaluation qui nous permet d'évaluer ça de façon objective. Mais un des grands enjeux qui est exposé, dans le fond, par la crise, c'est que vous avez peut-être dans l'équipe actuellement des gens qui n'ont plus la volonté d'avoir du succès au niveau des ventes. Leur désir est plus élevé comme peut-être il l'a déjà été, ou ils ont tout simplement plus l'engagement de faire tout ce qui doit être fait pour avoir du succès puis surmonter cette adversité-là. Donc, avant de se questionner sur comment changer, comment transformer mes équipes commerciales, il faut se poser la question, est-ce que j'ai dans mon équipe commerciale des gens qui ont même une volonté suffisamment forte pour se transformer? Puis s'ils ne l'ont pas, ben, ça peut être, ça va être difficile de faire cette transformation-là. Vous risquez d'avoir à ramer très fort, à travailler très fort, à pousser très fort pour pas nécessairement voir énormément d'avancement. Puis vous avez peut-être des gens qui l'avaient cette volonté-là avant la crise, mais là, la crise, elle ajoute une couche de difficulté. Elle vient de monter la barre, elle vient de monter le niveau. Puis là, peut-être que vos gens l'avaient, mais là, avec ce niveau additionnel-là, mais peut-être qu'ils l'ont plus ou plus autant qu'ils l'avaient avant. Fait qu'il faut être capable de regarder ça de façon objective, puis d'être capable de regarder, bon, qui vraiment sont les personnes qui peuvent se transformer, qui peuvent prendre ce virage-là, puis qui vont m'aider à maintenir ou à revenir vers une certaine croissance dans ce nouvel environnement-là, dans ces nouvelles conditions-là. Le deuxième élément, bien, pour transformer vos vendeurs, ça passe vraiment par le développement de leurs compétences en vente. J'ai parlé tantôt de la connaissance produit. Il y a beaucoup de gens en vente qui ont eu du succès pendant longtemps avec ça, mais on le voit depuis déjà plusieurs années, c'est plus suffisant. Il faut combiner ça avec des bonnes compétences commerciales pour réussir à avoir une recette qui est gagnante au niveau des ventes, avoir des ventes qui sont en progression. Puis le dernier élément, bien, ça prend du coaching. Sylvain a parlé de sa plateforme de coaching. La seule chose qui va rendre vos vendeurs meilleurs, qui va vendre votre équipe commerciale meilleure, c'est le coaching. Donc, il faut les coacher à comment avoir la conversation dans ce nouvel environnement-là, dans ces nouvelles conditions-là. Sylvain a parlé de jeux de rôle tantôt, mais c'est littéralement ça. Il faut faire des jeux de rôle. Il faut être capable de démontrer à son équipe, bien, voici aujourd'hui à quoi devrait ressembler la conversation avec vos clients potentiels, donner ces nouvelles conditions-là. Alors, c'est un aperçu. Naturellement, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense que j'ai vraiment touché les éléments essentiels là, en lien avec la transformation de son organisation d'un point de vue commercial. Fait que, Marie-Lou, je te recède le micro là, pour la période des questions. Oui, j'aurais aimé ça juste avant que tu nous dises là, si le message que tu souhaitais qu'on retienne, s'il y en avait un, ce serait lequel? S'il y en avait un seul, selon toi? S'il y en avait un seul, je dirais, on ne peut plus ignorer les changements qui sont en train de se produire dans notre environnement. Puis on ne peut plus faire de la vente en 2020, puis on ne peut plus approcher nos clients de la même façon qu'on le faisait qu'il y a 10 ans. Puis il faut laisser aller ces vieux réflexes. Remettez en question vos façons de faire les choses, puis laissez aller les vieux réflexes. Puis vraiment d'avoir cette réflexion de fond-là sur qu'est-ce qu'on doit laisser de côté, qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire pour être capable de garder notre recette à jour, puis quelles sont les nouvelles choses qu'on doit commencer à faire.
Merci, Frédéric. Alors, effectivement, on irait en période de questions. Vous m'écrivez dans le chat pour que je puisse vous accorder la parole. Donc, je vois qu'il y a Philippe Dubuc qui a une question. Je vais te laisser la poser de vive voix, Philippe. Ça va être plus le fun de t'entendre. Ben là, ma gorge, elle. Ouais, c'est ça. Comment on fait ça? Moi, je vends du sur-mesure, puis du custom, puis je n'ai pas de catalogue. Ouais. Là, je fais mon niaiseux. J'ai des idées, mais je suis pas sûr de mon coup. Là. Comment je fais ça en ligne dans un monde virtuel que je vends à du old school vieux marché? Ouais. C'est une bonne question. C'est sûr que j'en connais pas beaucoup sur ta business, Philippe. Puis Sylvain, peut-être, tu voudras ajouter des choses. Mais basé sur ce que tu me dis, je vais parler de notre expérience. Nous, on a commencé tout ce qui est le marketing en ligne, puis la vente sociale il y a environ 7-8 ans de ça. Puis notre première source d'inspiration pour ce qu'on a publié en ligne, c'était c'est quoi les objections de nos clients? OK? Puis quand on est dans la vente, souvent, on aurait le goût de répondre. Puis je dirais c'était quasiment thérapeutique pour moi au départ. Puis je m'assoyais avec ma directrice marketing, puis la question c'était OK, c'est ça l'objection. Tu aurais le goût de répondre quoi à ton client qui te donne cette objection-là ou cette question-là? Puis pendant plusieurs mois, ça a été vraiment ça notre source d'inspiration. Et ça a créé certains de nos articles les plus lus encore aujourd'hui. Ces articles-là ont aujourd'hui des dizaines de milliers de vues et des centaines, dans certains cas, des milliers de leads générés. Donc, c'est de voir dans ton secteur, c'est quoi les objections, c'est quoi les questions qui reviennent tout le temps de la part de vos clients sur comment vous contrôlez la qualité ou c'est quoi votre processus de conception ou c'est quoi les informations que vous avez besoin pour faire votre produit sur mesure. Donc, dans le fond, là, l'éducation, là, elle passe plus par vos vendeurs. C'est plus vos vendeurs qui doivent faire l'éducation. L'éducation, elle doit désormais passer par votre marketing. C'est votre marketing qui doit éduquer. Vos vendeurs doivent vendre. Donc, en ayant cette réflexion-là, ça devrait pouvoir t'inspirer sur justement la création de contenu. Puis c'est ce contenu-là qui va faire en sorte que vous allez trouver dans l'environnement numérique que les gens vont vous connaître, vont tomber sur vous, vont vous lire, puis que vous allez être capable de générer des opportunités de ça. Sylvain, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, c'est drôle que tu dises ça, Frédéric, parce que nous aussi, c'est la même chose. Philippe, on se connaît un petit peu, là. Oui, salut. Salut. Je ne connais pas effectivement tout l'ensemble de l'œuvre, là, mais c'est une chose que j'ai apprise, c'est d'arrêter de demander à mes vendeurs d'éduquer. Mes vendeurs étaient des spécialistes, c'est des gens qui savaient tout, ils connaissaient tout, et puis c'est plus maintenant, nous, c'est un grand virage qu'on a fait, c'est celui-là, c'est de ne plus éduquer. Les vendeurs ont appris des techniques de vente, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont là pour écouter le client, répondre à sa réalité de client, et c'est ça que nous, on a modifié beaucoup. Maintenant, au marketing et à mes gens de marketing de contenu, de faire toute cette part-là. Ça, c'est ce que nous, on a commencé à faire. On n'est pas encore très bon, mais on y arrive tranquillement, je te dirais. Merci, Sylvain. J'irai avec la question de Jean-Sébastien Comtois. Oui, bonjour Frédéric. J'avais une question pour toi. Dans le contexte actuel, nous, on vient de commencer notre année financière en plein milieu de la crise. Ouais. Comment établir des budgets, puis comment motiver les équipes à savoir qu'on a de la misère à avoir des prévisions sur 1 mois, 2 mois, puis où est-ce qu'on s'en va? On est dans le noir. C'est difficile de donner des objectifs à notre équipe. Avez-vous des trucs ou des suggestions? Oui, je vais me laisser inspirer parce que je vois chez certaines entreprises avec lesquelles on travaille. Là, on s'entend que vous avez 2 budgets, OK? Vous avez un budget pour votre banquier, là, puis ce budget-là, là, il devrait être conservateur puis tenir compte des nouvelles circonstances. Mais le budget des ventes, là, il ne devrait pas changer. Planifiez votre budget comme s'il n'y avait pas de crise. Présentement, ce que je vois dans les entreprises où il y a une culture de vente forte puis qui performe, présentement, ils se posent la question de comment on fait pour que la crise ne paraisse pas sur les budgets qu'on se donne cette année ou qu'on s'est donné. Donc, si vous êtes en cours d'année, là, je comprends que toi, tu es au début, mais si vous êtes en cours d'année, révisez pas les objectifs.
ayez la réflexion comment on peut atteindre nos objectifs malgré ces nouvelles conditions-là. D'ailleurs, c'est le rôle d'un vendeur, hein, c'est de réussir malgré ces conditions-là, pas à cause de ces conditions-là. Fait que moi, je te dirais, explore cette avenue-là, ça serait celle qui serait la plus porteuse. À partir du moment où tu révises les budgets, tu envoies aussi un message à ton équipe, tu crées une opportunité. Sylvain a parlé d'excuses tantôt, là, mais tu crées un peu cette opportunité-là pour ton équipe de vente de dire « Ah, ben le contexte économique fait qu'on va moins vendre cette année. » Ben pas nécessairement. Puis s'il y a une chose que j'ai appris de la dernière crise, c'est que l'état d'esprit compte pour beaucoup. J'ai vu des chefs avec leur business qui étaient en croissance, puis ça partait de leur état d'esprit, puis j'en ai vu en décroissance, puis ça partait aussi de leur état d'esprit. Donc, l'attitude qu'on adopte par rapport à ce qui se passe à l'extérieur a une grande influence sur le genre de résultats qu'on va obtenir. Fait que je ne sais pas si ça t'aide, Jean-Sébastien? Ben oui, écoute, j'aime bien la méthode positive et je vais y aller avec ça. Cool. Merci. Merci. Guy, tu avais une question aussi? Tu parles de Guillemont, oui? Oui, je parle de toi, Guillemont. OK, oui, j'ai entendu parler d'une plateforme technologique par rapport au coaching. Je ne sais pas si elle est technologique ou autre chose. Je pense que c'est Sylvain qui l'a évoqué, puis Frédéric l'a repris. De quoi parlez-vous exactement? Sylvain, je te laisse ça. Bien, pour ma part, c'est une plateforme dans laquelle il y a à peu près 35 heures de matériel, de comment tu coaches le vendeur à différentes étapes. Par la suite, il y a différentes skills. Fait que, c'est comme tu as la plateforme qui te permet de visualiser. Tu as le cours, tu as le data qui vient avec, par la suite, toute l'information. Fait que ça permet au vendeur d'y aller à son rythme. Il n'est pas toujours. Puis s'il y a une notion, ça prend du temps à prendre ces notions-là. Quand même, 35 heures de matériel, ça prend du temps. Fait que le vendeur, il va à son rythme. Il est capable d'aller voir cette fonction-là. Et s'il n'est pas certain, il peut la revoir. Mettons, il va à une de ses rencontres live, il a frappé un nœud, ça n'a pas été comme il voulait, il peut aller revoir sur la plateforme. Donc, je trouvais intéressant d'avoir cette option-là. Moi, c'est ce que je recherchais du moins. C'est quoi la plateforme? Je pense qu'il y avait de ça dans la question de Guy, c'est ça? Oui, pas mal. Ouais. C'est quoi? Je vais t'envoyer le lien, Guy, je vais t'envoyer, parce que le nom de la plateforme, je ne la connais pas parfaitement, mais je vais te l'envoyer. Là. Merci, Sylvain. C'est bon. OK. Puis, j'ai Carl qui demandait, dans le fond, de 1, Frédéric, est-ce que ton PowerPoint, tu vas le rendre disponible? Puis de 2, est-ce que tu as un détail des étapes entre chacun des buts du modèle que tu nous as présenté? Oui, fait que je vais vous envoyer un visuel. Puis, je pourrais aussi envoyer des liens vers les ressources. On en a aussi sur la zone du groupement. Là. On a un guide sur la vente par le baseball. On a aussi des webinaires qui sont disponibles. Donc, je pourrais vous partager des ressources de ce côté-là. Si jamais il y en a qui veulent en apprendre davantage, ça va me faire plaisir. OK. Hey, Sylvain, si tu es vite, là, tu serais peut-être capable de trouver ta plateforme et de nous coller le lien dans le chat pour tout le monde? Non, là, ça, je ne suis pas assez vite pour faire ça. OK, je m'excuse. Wow! Ce qu'on pourra faire, parce que je voyais qu'il pourrait avoir un intérêt généralisé, ça pourrait faire partie du courriel de suivi, là, si tu es confortable, Sylvain. Puis, je laisserai Stéphanie poser sa question également. Concernant le recrutement, Stéphanie. Oui, en fait, nous, la problématique qu'on a souvent, c'est au niveau du recrutement des vendeurs. Parce qu'on est dans un domaine où c'est un peu old school, comme tu disais tantôt, puis les représentants, nouvelles formules, pas facile à trouver. Je suis dans le domaine du plein air, puis c'est un domaine qui est très niché, qui est très spécialisé. Trouver des représentants qui sont dans ce milieu-là, c'est pas facile. Ça fait que, puis nos gammes de produits sont assez étendues. Ça fait que souvent, ce qu'on se fait dire, c'est « Ouais, tu as beaucoup de produits, ça concurrence certaines des marques que je tiens déjà. » Fait que l'approche pour trouver des vendeurs est difficile en ce qui me concerne. C'est pas de les trainer, c'est pas de les avoir chez nous, c'est de les recruter. Je me demandais si tu étais au courant, s'il y avait des plateformes ou des sites ou des endroits où on peut recruter des vendeurs, puis qu'on ait accès à comme pas un LinkedIn, mais comme un job boom ou un endroit de ce monde où on peut se trouver des représentants? Deux choses que je dirais là-dessus. La première, c'est
la crise fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup de bons représentants disponibles. Okay? On le voit déjà, là, c'était difficile depuis quelques temps. Là, ça change présentement. Donc, s'il y a du recrutement à faire, là, il y a des joueurs de qualité présentement qui sont disponibles. La deuxième chose, souvent le réflexe quand on recrute dans les ventes, c'est on va recruter quelqu'un qui connaît notre marché ou qui connaît nos produits, c'est de recruter dans notre industrie. Et bien que la job d'intégrer cette personne-là est plus facile, la seule chose que ça va faire, c'est qu'elle va être plus facile à intégrer. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir plus de succès à la fin. Donc, trouver des gens compatibles avec les critères de votre industrie, pas des gens qui viennent de votre industrie. Souvent, les gens dans votre industrie qui ont du succès ne sont pas intéressés à changer. Le dernier élément que je pourrais donner pour trouver des bons candidats, c'est pas tant la plateforme. Bon, il y en existe quelques-unes, mais on a vite fait le tour. Une fois qu'on a parlé de Indeed, qui est un must, là, je ne l'aime pas particulièrement d'un point de vue utilisateur, mais c'est un incontournable. Qu'on a parlé de Jobboom, Jobilico, Isarta, là, on a pas mal fait le tour. Il y a LinkedIn qu'on peut utiliser, mais le facteur qui a le plus grand impact, c'est la façon dont vous rédigez vos annonces. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est arrêter de rédiger des annonces traditionnelles qui ressemblent à des descriptions de tâches avec « voici l'entreprise, voici les rôles et responsabilités, voici les requis ». Soyez différents. D'attirer des candidats, c'est plus du marketing que des ressources humaines. Donc, ayez une annonce qui se différencie, puis ayez des annonces qui vont parler à votre candidat idéal pour que quand il lit votre annonce, il dit « Hey, c'est moi ça, je m'ai envoyé mon CV ». Puis on l'entend des gens avec lesquels on travaille, dans le fond, des candidats, plutôt, ils nous disent hey, « j'aurais pas appliqué en temps normal, mais j'ai envoyé mon CV, votre annonce m'a vraiment accroché ». Donc, ayez pas peur d'être créatif de ce côté-là, puis de donner votre couleur, je dirais, dans l'annonce, puis de parler à votre candidat idéal. Vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Il y a certaines entreprises, là, ils ont eu 4 CV quand ils ont affiché, puis on a juste remanié l'annonce, puis on a réussi à attirer 60, 70, 80, puis même dans certains cas, au-delà d'une centaine de candidatures. Donc, c'est le truc ou le conseil que je donnerais là-dessus. Merci. Je suis un peu déchirée dans mon rôle de gardienne du temps. Il est 16h31. Si jamais vous devez quitter, allez-y. Merci beaucoup d'avoir été là. Mais j'aurais tendance, Frédéric, tu peux rester un petit peu à prendre les 2 questions du chat pour ceux qui les ont posées. Je les trouve pertinentes. Fait que, à ceux qui nous quittent, merci. Ceux qui ont le goût de rester, on va étirer quelques minutes. Il y a une question de Daniel Artaud. Daniel, je te laisserai la parole. Je m'excuse, je cherchais le micro, bonjour. Très belle présentation, merci beaucoup, premièrement. Deuxièmement, est-ce que cette transformation, vous croyez qu'elle est mondiale ou seulement pour l'Amérique du Nord? Elle est mondiale présentement. À travers notre partenaire Objective Management Group, on est 140 partenaires partout à travers le monde. Puis cette transformation-là se produit aussi bien en Europe que en Amérique du Sud. C'est sûr qu'il y a des nuances, je dirais, locales en termes de culture, mais ces tendances-là sont présentes partout. On accompagne quelques entreprises qui vendent à l'international, puis c'est ces mêmes transformations-là qui sont présentes partout. Merci. Je pense que vous aviez aussi, Daniel, une autre question. Je la poserai. Je la trouvais intéressante. Combien de temps une présentation virtuelle devrait durer maximum? Je vais expliquer. Normalement, dans le bon vieux temps, on va utiliser il y a 3 mois, on va dire. On a rencontré notre client, on était avec lui 2-3 heures, on faisait notre PowerPoint, on présentait. Mais aujourd'hui, avec une présentation virtuelle, je sens les gens un peu plus impatients, étant donné qu'il n'y a pas cette relation-là, justement. Tu fais une présentation technique, tu peux prendre un break, tu changes de choses et d'autres. Comment tu vois maintenant un temps virtuel, je vais utiliser acceptable comme mot? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend beaucoup comment on gère cette rencontre-là. Je pense qu'effectivement, si on est purement en présentation, au bout d'1 heure, là, je pense qu'on commence à étirer l'élastique. Cependant,
ce que je recommanderais, c'est un peu comme je le montrais tantôt, là, c'est avant d'arriver à la présentation, si on est dans un contexte de vente, là, ben, on peut-tu faire une première rencontre où on ne présentera rien? On va juste poser des questions, puis c'est notre client qui va parler, notre client potentiel. On va en apprendre plus. Ça va permettre de développer le lien de confiance. Puis quand on va arriver à la présentation, ben il y a un lien de confiance qui va s'être établi, puis ça va peut-être être une deuxième rencontre. Puis si jamais ça ne fait pas vraiment de sens dans le contexte de ce que vous vendez, à ce moment-là, c'est d'apprendre à créer un bon environnement pour présenter. Souvent, quand je travaille avec des équipes de vente, le problème, ce n'est pas leur capacité à présenter, c'est l'environnement qui crée autour. Donc, il faut être capable de présenter puis être capable de dire, bien, Daniel, est-ce que ça résonne? Puis est-ce que ça correspond à votre réalité? Donc, c'est d'être capable de présenter tout en posant des questions pour garder les interlocuteurs engagés. Et ça, naturellement, c'est des nouvelles capacités. Puis dans un contexte comme celui-là, on pourrait imaginer des présentations de 2-3 heures. Moi, je fais des présentations d'analyse d'équipe qui durent 3 heures, puis tout le monde est très engagé, interagit, puis il n'y a personne qui décroche pendant les 3 heures. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vais poser ma dernière question, étant donné que tu le vois directement, Marie-Lou. C'est, est-ce que tu dirais maintenant, avec OK, tu as dit qu'il y a 2 secondes, il y a moins de pénurie de vendeurs qu'on a, mais est-ce que tu dirais maintenant, avec le contexte du web, qu'on pourrait même mettre notre force de vente à l'extérieur du Québec plutôt que de le garder à Québec? Absolument, absolument. Ça ouvre des nouvelles possibilités. Définitivement, si vous vendez sur le marché américain ou dans d'autres marchés, oui, ça peut être des gens à l'extérieur du Québec sans problème. Ça brise cette barrière-là. Ça brise la barrière. Merci beaucoup. Encore une fois, très belle présentation. Merci, Daniel. Merci, Daniel. David, je vais terminer avec ta question. Ben, moi, mon questionnement, c'est que je fais déjà de la vente en ligne avec une équipe qui est répartie en Amérique du Nord. Ça fait 8 ans que je fais ça. Là, ce que je sens, il y a 2 choses. Puis mon inquiétude, est-ce que ma compétition, le rattrapage qu'ils vont faire va être plus grand que la quantité de clients qui sont prêts à acheter de cette façon ou au contraire, le morceau de gâteau va venir tellement gros rapidement que je ne vais pas m'inquiéter de ce côté-là? Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Si tu peux essayer de la phraser. C'est que les compétiteurs, à partir d'aujourd'hui, il va falloir qu'ils nous rattrapent, il va falloir qu'ils fassent un peu ce qu'on fait pour être capable. Okay? Mais en même temps, de l'autre côté, les personnes ou la clientèle qui va être prête à acheter de cette façon, parce qu'il y a des gens qui ne veulent vraiment rien savoir. Là. Mais la compétition, s'il y a beaucoup plus de clients que qu'est-ce qu'on est capable de tout servir, qui sont prêts à acheter de cette façon-là, ça veut dire que le gâteau est rendu tellement gros que je n'ai pas à m'inquiéter, ou que justement le rattrapage de la compétition fait en sorte qu'il faut vraiment que je pédale encore plus? 2 choses. C'est sûr que je ne connais pas ce que tu vends, puis surtout la taille de ton marché. Ceci étant dit, c'est clair que ça va continuer dans cette tendance-là. Là, on a eu une accélération avec la crise, mais ça va continuer de progresser. Fait que le gâteau va continuer à grossir. Cependant, je ne négligerai pas le fait que ça fait 8 ans que tu fais ça. Moi, je dirais à ce stade-ci, tu as 8 ans d'avance sur tes concurrents. Ça ne veut pas dire que tu vas rester encore tout le temps en avance, mais je te dirais pour l'instant, là, faut que tu continues à avancer puis à progresser, mais tu as quand même 8 ans d'avance sur tes concurrents qui se mettraient là-dessus aujourd'hui. Puis ben, moi, je le vois, tu sais, ça fait 8 ans qu'on fait du marketing de contenu. On a publié au-dessus de 1200 articles de blog. On génère au-dessus de 20 000 visites par mois seulement en français au Québec. Avant qu'un concurrent commence à rattraper toute cette équité-là qu'on a bâtie, ça va prendre énormément de temps. Puis toute l'expertise aussi qui vient avec ça. Donc, moi, je te dirais, tu as une longueur d'avance qui devrait te rassurer là, par rapport à tes concurrents. Puis, ben, ça a été le bon move d'être visionnaire et d'embarquer tôt. C'est justement que ça t'a donné de l'avance. En même temps, je pense que c'est un message à tous de dire, regardez, si dans votre industrie, il n'y a pas emboîté, il n'y a personne qui l'a pris cette place-là, mais il y a une vraiment belle opportunité d'être les premiers. Là. Ils appellent ça en anglais le first mover advantage. Là. Fait que, d'être le premier à prendre cet avantage-là. Voilà. Merci. Ça fait plaisir.
Merci. Alors, je vous remercie à tous d'avoir été là. Un merci plus particulier à Frédéric et à Sylvain qui ont généreusement partagé aujourd'hui. Et je vous laisse pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, on vous a envoyé hier notre invitation pour le G500 2020. Donc, le G500 2020 est de retour pour septembre sous une forme virtuelle renouvelée et unique. On est très fébrile de vous préparer ça. Sur le thème décider avec courage, audace et justesse, on a pris conscience à quel point la prise de décision dans le contexte de volatilité et d'incertitude était un des enjeux au cœur de votre vie d'entrepreneur, puis on a eu le goût de vous accompagner et de vous inspirer là-dedans. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat pour ceux qui voudraient aller s'inscrire dès maintenant. La période d'inscription est ouverte depuis hier. Donc, j'espère vous y retrouver. Je vous remercie à tout un chacun. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Marie-Lou. Au revoir, Sylvain. Salut, Fred. Salut, Fred. Bye, tout le monde. Bye, Marie-Lou. Merci. Bye, Sylvain.